Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons avoir un petit quart d'heure, ou 20 minutes maximum, de petites questions que je poserai à ces deux artistes, ces grandes artistes, au sujet de leurs films respectifs. Ensuite, nous aurons un échange avec vous toutes, vous tous, sur ce travail, voire au-delà, parce que précisément ce qui moi me frappe toujours, c'est la troisième fois que je vois le film de Rokhaya. Celui d'Alice, je l'ai vu successivement 3 fois. J'ai pleuré comme une madeleine 3 fois. Et je crois que ces deux œuvres qui se présentent un peu comme des essais pour, en tout cas un essai pour Rokhaya, un essai un peu romancé, et pour Alice un roman avec un héros qui est Steve. Mais je vais commencer par Rokhaya parce qu'elle, ce que ton film pose, c'est quand même la question des mémoires, les mémoires communes, une histoire commune, et ce grand parallèle que tu as tracé entre deux marches, entre deux mondes. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment est née l'idée du film ? Alors, il y a effectivement dans ce film, il y a plusieurs choses. Moi, l'idée de dresser une sorte de comparatif entre la France et les États-Unis est venue assez tôt, parce que c'est vrai que quand on s'engage sur les questions de racisme, en fait, très rapidement, on est obligé de consulter les productions intellectuelles américaines, puisqu'elles sont, contrairement aux productions intellectuelles françaises, elles sont assez pléthoriques. Et puis, j'ai fait la rencontre en fait de Tion Yang, qui est le point de départ de l'histoire, dont l'histoire m'a vraiment interpellée. Ça faisait un moment que je me posais la question de raconter son histoire en interrogeant en creux la possibilité qu'il aurait eu de venir en France avec, j'imagine, un destin totalement différent. Et donc l'idée est venue comme ça, et lorsque Tion Yang m'a dit qu'il viendrait en France donc l'année dernière avec un groupe de jeunes Américains, je lui ai demandé si je pouvais les suivre, et donc voilà, je les ai suivis comme ça. Et très rapidement, en fait, 3 jeunes femmes ont attiré mon attention parce qu'elles avaient des parcours assez différents et complémentaires, et en particulier Janey qui finalement effectivement conclut le film avec sa prise de parole. Et voilà. Et puis après, il y avait une logique dans le parallèle que j'ai voulu dresser entre ces deux marches, dans la mesure où Tumi Jaja le dit dans le film, c'est la marche de Martin Luther King qui a inspiré les marcheurs de 1983, parce qu'ils ont marché en fait en octobre 83, sachant que l'été qui précédait, enfin donc effectivement ils ont été inspirés par la marche de Martin Luther King, mais aussi par Gandhi, parce que l'été qui précédait, le film Gandhi était sorti sur les écrans français. Donc le parallèle n'est pas artificiel, parce que à l'époque ça ne faisait que 20 ans que la marche avait eu lieu, et dans les mémoires collectives elle était extrêmement présente, et l'oppression qui était vécue par les jeunes issus d'immigration postcoloniale, et qui pour la plupart étaient en tout cas ceux qui ont marché étaient d'origine maghrébine, il y avait une identification très très forte dans l'oppression avec les Afro-Américains qui étaient toujours dans leur, enfin en tout cas dans une époque post droit civique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallèle. Et puis parce qu'en France on aime bien dire que les Américains ils sont communautaristes et ils sont racistes, alors que nous on est républicains universalistes. C'était aussi bien de montrer à des Américains qui ne connaissaient rien de la France qu'on était confrontés à des problématiques identiques, et de montrer aussi que, vu de leur point de vue, vu des États-Unis, on ne voyait pas tout ce que nous pouvions expérimenter en France. Alors avant de passer la parole à Alice, je vais te poser une deuxième question, parce que ton film pose des problèmes qui finissent par s'incarner dans celui d'Alice d'une manière merveilleuse, en tout cas de mon point de vue. Il y a une séquence dans le film en tout cas il y en a 2 qui sont très frappantes. Il y en a une au cours de laquelle une Américaine dit voilà, si jamais on pouvait mettre fin au problème de racisme, ou en tout cas à l'importance de la race dans le quotidien, ce serait bien. Je ne sais pas si c'est vraiment le problème, mais je te pose la question, est-ce que le problème c'est la race dans le rapport que nous avons les uns avec les autres? De toutes les façons, il faut prendre la question raciale comme une construction socio-historique, c'est-à-dire que les groupes raciaux, ils n'ont pas vraiment de entre les Noirs, les Blancs, les Arabes, ce qui a
construit ces groupes-là, c'est vraiment l'histoire, parce qu'à un moment donné, il a fallu accompagner des dominations guerrières, économiques, d'une justification, d'abord religieuse, puis scientifique. Donc c'est des choses qui n'existent pas vraiment. De la même manière que voilà, on a beaucoup débattu en France de la question du genre, les frontières entre les genres, étant donné qu'il y a des gens qui naissent avec une identité de genre et qui meurent avec une autre, ce sont des choses aussi qui sont mouvantes, et l'identité féminine, elle s'est construite aussi dans l'oppression. Donc pour moi, la question, c'est pas tant la fin de la race ou la fin du genre, mais de la fin des oppressions et des préjugés qui sont associés à ces groupes, qui sont encore une fois des productions intellectuelles, mais qui n'ont pas de tangibilité en fait réelle, à mon sens. Alors justement, elle parlait, Rokhaya, de la fin des préjugés. Ce qui est extrêmement frappant dans le documentaire que tu as fait, qui pour moi est une sorte de conte, une allégorie, un roman, c'est la volonté que tu as eue, peut-être a priori, de nous amener à nous interroger chacun sur nos enfermements, nos a priori, nos préjugés. Est-ce que tu en avais conscience avant de commencer ce documentaire ? Oui, tout à fait, parce que j'ai tendance à dire que ce documentaire, c'est aussi une forme d'autobiographie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Steve m'a prêté son corps pour parler et questionner des choses qui m'étaient propres, tu vois. Et en fait, c'est ce rapport, effectivement, mais très impalpable. Et c'est là où finalement, passer ce film avant et en résonance avec le film de Rokhaya, là où je trouve ça intéressant, c'est que moi, ce qui m'a séduit dans ton film, c'est que, en fait, c'est des Américains qui nous permettent, nous-mêmes, Français, de regarder des choses qu'on sait, mais qu'on a du mal à nommer parfois. Et c'est ça, en fait, c'est ce point de recul. Et c'est-à-dire que, nous, on le sait personnellement, mais la difficulté qu'on peut avoir à parler de ces choses-là, à en parler aux gens sans être taxé de communautariste ou de paranoïa, etc. C'est toujours très difficile de nommer l'impalpable. Et en fait, les violences symboliques sont souvent des violences silencieuses, des violences qui sont très, très, très difficiles à montrer. Et donc, le cinéma se dérobe aussi de la même manière que la société, à regarder en face ces choses-là sans tomber dans une caricature ou sans tomber dans un pamphlet. Et donc, c'était très important pour moi d'arriver à parler de ça, et à trouver la bonne forme, la forme adéquate pour pouvoir le dire sans asséner un discours. Et quand Steve m'a raconté son parcours, donc Steve, c'est quelqu'un que je connaissais avant parce qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Voilà, c'était le frère de ma meilleure copine d'enfance et je l'avais pas vu depuis des années et je l'ai recroisé à l'occasion du mariage de sa sœur. Et quand il m'a expliqué son histoire, quand il m'a dit voilà qu'il faisait une école de théâtre à l'insu de ses amis et de sa famille, qu'il l'avait dit à personne, qu'il avait arrêté l'école en 5e et que tous les jours il prenait son RER pour aller à Paris se confronter à un monde qu'il ne connaissait pas, tout d'un coup dans son parcours il y a quelque chose de moi que j'ai reconnu en fait et voilà, et je me suis dit, et je savais pas encore, il m'a fallu aller une fois avec lui au cours Simon et de me rendre compte de la violence, mais vraiment la violence symbolique qu'il subissait là-bas, mais qui était aussi totalement impalpable. C'est-à-dire c'était uniquement une attitude, le corps, son corps à lui, son corps, sa difficulté finalement à mettre son corps dans ces lieux, la manière dont il était regardé, donc ce qu'on lui renvoyait, le rapport avec son prof, c'était pas casse-toi sale noire, tu n'as pas ta place, bien au contraire, mais c'était dans des choses tellement insidieuses, tellement suggestives. Et voilà, je me suis dit que l'enjeu et l'ambition de ce film c'était de raconter cette violence-là en fait. Voilà. Alors c'est marrant que tu finis sur le corps de Steve, parce que moi, je ne sais pas pour vous les uns et les autres, les unes et les autres, vous nous direz tout à l'heure, mais moi j'avais l'impression de voir Gérard Depardieu dans ce garçon. Mais ce qu'il a de plus que Gérard, c'est que lui et Gérard Depardieu à l'âge qu'il a, alors que Depardieu, il lui a fallu le parcours qu'il a eu pour être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je me demande si la monstruosité qu'il porte, j'utilise le mot à dessein, n'est pas l'un des problèmes qu'il a lui à résoudre, lui par rapport à lui, et donc apprendre à accepter cette monstruosité, parce qu'il est monstrueux dans tous les sens du terme, hein, de mon point de vue. Il est monstrueusement grand, il est monstrueusement doué comme comédien, etc., etc. Est-ce que c'est pas le problème qu'il a à résoudre, cette monstruosité qu'il porte, qui fait si peur ? Le problème qu'il a, enfin en tout cas, je sais pas s'il est monstrueux, mais le problème qu'il a à résoudre, c'est d'assumer d'être ce qu'il est. Et c'est tout l'enjeu, c'est pas l'enjeu, oui, c'est tout l'enjeu de la séquence de fin. Et effectivement, c'est un texte
Enfin, lui, c'est marrant que vous disiez ça parce que moi, j'ai énormément lu les mémoires de Depardieu quand je faisais La mort de Danton. Et une fois, je sais pas si tu te souviens, Rokhaya, à une projection qu'on a animée ensemble autour du film, il y a un ami à toi qui m'a dit, Mademoiselle, vous avez fait un film sur Gérard Depardieu. Si vous pensez que vous avez fait un film sur Steve, mais non, c'est un film sur Gérard Depardieu. Et ça m'a vachement interpellée parce que Gérard Depardieu, c'est le modèle absolu de Steve. Et il a voulu jouer Danton parce qu'il a vu Depardieu jouer Danton dans un film de Vajda, qui est un film qui date des années 80. Donc effectivement, il y a ce rapport. Et je pense que Depardieu, il a été confronté aux mêmes choses. Il vient d'un milieu extrêmement populaire. Donc il y a une résonance dans le parcours de Depardieu et dans le parcours de Steve. Mais je pense que Depardieu, il a une monstruosité fabuleuse pour moi. Et il a une fragilité qui aussi est aussi consécutive de ça. Et je pense que je reconnais vachement de ça chez Steve. Alors justement, qu'on ne se méprenne pas sur la monstruosité dans ma bouche. Il est monstrueux parce qu'il porte des choses qui peuvent effrayer dans tous les sens du terme. Et donc, cette non-acceptation qu'il subit, qu'il vit, qui aurait pu être... il serait blanc, que le problème se poserait. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, vraiment, je ne pense pas. Je pense qu'il y a énormément... Oui, effectivement, il y a cette question de la monstruosité, mais le problème précisément qu'il pose à cet endroit-là, je pense que c'est quelque chose de multifactoriel, et la question de la race, la question de l'origine sociale ne peuvent pas être niées. Je pense que c'est pas la même chose. Alors, est-ce que c'est pas un facteur parmi d'autres, la race? Non, je pense que c'est le facteur essentiel. Ouais. Il faut le dire, c'est le facteur essentiel. Après, il y a plein d'autres choses. Effectivement, on me dit souvent, oui, mais les écoles de théâtre, c'est violent pour tous les comédiens. Oui, mais effectivement, il ne peut pas jouer Danton parce que Danton, il y a des comédiens qui ne peuvent pas jouer certains rôles parce qu'ils sont petits. Oui, ça, c'est une réalité. Mais le parcours qu'il a eu, le rapport à son prof, ce n'est pas que ça. Et on ne peut pas le réduire qu'à ça. On ne peut pas le réduire à une question de genre et une question de... La question de la catégorie de l'acteur et la question des rôles, moi, ça me permet de m'appuyer pour questionner un problème qui est fondamentalement politique. Donc, je pense qu'on ne peut pas réduire mon film qu'à ça. Et souvent, dans les débats, c'est des questions qui me sont posées. Oui, mais s'il avait été blanc, un blanc, il n'aurait pas pu jouer Nelson Mandela. C'est pas du tout la même... Pour moi, c'est pas la même question, en fait. C'est pas du tout la même... Alors, justement... Non, je vous rappelais juste que Gérard Depardieu avait joué Alexandre Dumas. Et qu'il y a un film qui sort dans pas longtemps, hollywoodien, sur l'Égypte, dont les trois principaux acteurs sont des acteurs blancs. Donc, je sais pas, l'Égypte, il me semble que c'est en Afrique. Donc, voilà, Non, mais justement, Rokhaya, tu vas garder le micro parce que, d'après Alice, la question de la race est essentielle dans son film. Alors, quand on regarde le tien et qu'on constate la manière dont la question est abordée, par exemple, par Jack Lamar. Une fois que Jack dit en France qu'il est américain, la race s'efface. Comment ça se fait ? Parce que le prestige qui est associé aux Américains écrase complètement le fait qu'ils soient noirs. Et puis malgré tout, on est exposé, nous, en tant que Français, à des visages d'Afro-Américains qui sont extrêmement prestigieux. Les stars afro-américaines, les acteurs, les Will Smith, les Samuel L. Jackson sont des gens qu'on connaît depuis très très longtemps. Et de ce fait, on associe aux Afro-Américains quelque chose de très positif, donc qui efface leur couleur de peau à nos yeux. Et inversement, Maboula dit le contraire. Maboula Soumaoro, donc l'enseignante qui a rencontré les Afro-Américains, dit que les Américains, puisqu'ils n'étaient pas tous Afro-Américains, elle dit que lorsqu'elle est aux États-Unis, le fait qu'elle soit française apaise énormément les relations qu'elle peut avoir avec les gens, parce qu'elle n'est pas dépositaire d'une histoire qui est conflictuelle avec les Américains blancs, puisque c'est ça en fait. Et du coup, elle est vécue comme quelqu'un de français. Et c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai de noire française aux États-Unis, eh bien, je vois bien que le fait d'être française, d'avoir un accent français, ça renvoie les gens à autre chose qu'à ma couleur de peau. Et je suis associée à un imaginaire qui concerne la France. Donc la question de la couleur de peau, elle fait sens dans un contexte où elle est corrélée à une histoire très particulière. En France, ma couleur de peau, elle est liée à l'histoire coloniale et au conflit qu'il y a eu, enfin à l'agression qu'a exercée la France contre le pays de mes parents. Donc évidemment, la relation ne peut pas être apaisée, mais dans un autre pays qui est départi de cette histoire-là, tout d'un coup, je deviens une Française avec tout l'exotisme qui est associé aux Français. Donc c'est pour ça que, quand je disais que c'est vraiment une construction sociale, c'est pour ça qu'évidemment, être noir ici, et puis encore une fois, si je vais au Sénégal, c'est encore autre chose. Tant que je ressemble aux gens qui sont sénégalais, et en même temps, dès que j'ouvre la bouche, on voit bien que je suis pas tout à fait de là-bas parce que j'y suis pas née, etc. Donc ça a encore un autre sens. Et c'est pour ça que je parle vraiment de construction sociale.
parce que selon les contextes, en fait, un même faciès va être vécu complètement différemment. Alors Alice, je reviens sur Steve et sa trajectoire en partie chaotique et la suite. À la fin du documentaire, on a envie de savoir ce qui devient ce garçon. Alors aujourd'hui, il en est où, Steve ? Il continue même très bien. Il a joué notamment dans Braco, une série de télé sur Canal+, qui était produite par Canal+. Il a joué dans les 5 premiers épisodes, je crois. Il joue dans le film qui va sortir sur l'affaire du gang des barbares, qui s'appelle Tout de suite, un film de Richard Berry. Il a joué dans Les combattants de Thomas Caillet. Enfin, il est devenu comédien, il en vit, il a son statut d'intermittent. Il est confronté à toutes les problématiques d'insécurité du comédien, mais si tu veux, on peut vraiment dire qu'il est arrivé là où il devait être, quoi. Alors il y a une scène, et ce sera peut-être la dernière question avant que nous échangions avec la salle. Il y a une scène qui est pour moi anthologique, c'est cette scène peut-être chez lui, dans sa chambre ou dans son salon, il est en pleine dépression. Comment tu es parvenu à filmer ça ? Disons que en fait la relation avec Steve elle est préexistante au film, donc il y a un rapport de grande complicité entre nous et donc voilà, je pense que c'est une scène où à un moment il se dévoile et c'est après 2 ans de tournage quasiment et aussi je dois dire que moi au départ je voulais pas spécialement appuyer mon film, en tout cas par des entretiens entre lui et moi. Et je faisais plutôt ces entretiens-là, je les filmais, mais dans le but de m'interroger sur la manière dont je pouvais raconter les choses en situation. Et au montage, on s'est aperçu que ma place dans ces entretiens-là, c'était partie intégrante de la narration du film, parce que c'était partie intégrante de cette aventure. Et que si j'avais pas été là pendant 3 ans à être le réceptacle de toute la violence qu'il subissait au cours Simon, s'il n'y avait pas cet espace-là où il pouvait dire les choses qu'il n'arrivait pas et qu'il ne s'est pas autorisé à dire aux profs, je pense qu'il n'aurait pas eu la même... je pense que le film aurait été différent et sa vie aurait été différente. Et donc voilà, cette scène, elle s'inscrit dans un moment comme ça où il avait besoin d'exprimer. Il était en train de craquer, il avait besoin d'exprimer. Ça. Alors il craque pas forcément à l'endroit où moi je pense et je sais qu'il craque. Et en même temps, tout est confus. C'est-à-dire c'est ce rapport de confiance en lui. En même temps, c'est la violence qu'on lui renvoie et c'est sa colère face à cette violence-là, au regard des autres qui l'enferment, qui l'aliènent. Et donc finalement, c'est une scène clé du film parce qu'elle raconte en fait de quoi il souffre. Et il souffre de choses multiples en fait. Alors ta réponse m'inspire une dernière question à Rokhaya et à toi. Il y a quelque chose garde le micro, il y a quelque chose de quasi initiatique qui te concerne, toi, comme réalisatrice de ce film. S'il y a un effet miroir, en tout cas, moi, je vois un effet miroir entre vous deux. Et tu parlais de l'utilisation du corps de Steve, ou en tout cas de sa personne, pour dire des choses. Est-ce que ça a été pour toi initiatique, ce film, et juste à quel point? Initiatique, je ne sais pas si c'est une expérience initiatique, mais en tout cas, il m'a permis, je crois, de résoudre une partie de choses qui me concernent, notamment cette question de la légitimité dont je parlais au début. Pour moi, la scène de Danton, je la vois comme ça. C'était une manière de dire à Steve, autorise le droit d'être la personne que tu as décidé d'être. Si tu penses que tu veux jouer Danton, joue-le à Paris. On était au Hall, et voilà. Et le fait de lui dire ça, c'est une manière de me le dire à moi-même. Assume d'être une réalisatrice, et on en parlait tout à l'heure avec Rokhaya, et c'est aussi le fruit de beaucoup de discussions que je peux avoir avec elle ou avec mes amis. C'est assumons notre place, prenons notre place, et arrêtons en tout cas moi pour ma part, c'est vrai que cette question de la légitimité, de l'autorisation à être, c'était quelque chose d'essentiel. Et j'ai l'impression qu'avec la mort de Danton, j'ai amorcé un début de réponse. Après, ça peut prendre toute une vie. Là, ça va un peu mieux, mais je pense que faire ce film, me confronter à cette violence, que cette violence soit vue. Vous pouvez pas imaginer la première fois que j'ai montré le film et que je l'ai montré à une de mes meilleures amies avec qui on partage énormément, avec qui on a pu parler pendant des années et des années sur le racisme qu'on subissait, mais qui avec elle, qui pouvait comprendre ce que je vivais sur certaines choses, ou à la boulangerie où je suis avec mon copain qui est français, il va rentrer dans la boulangerie, on va lui dire bonjour, moi je vais rentrer, on va pas me le dire. Enfin, des petits détails comme ça qui empoisonnent complètement la vie du quotidien et qui ne sont visibles que par les gens qui en sont victimes. Donc voilà, c'est aussi toi, et c'est comme ça que j'ai été de rencontrer Rokhaya, c'est que tout d'un coup, je voyais
quelqu'un qui s'emparait de questions et qui ne pouvait que comprendre ce que je vivais, qui était du coup mon porte-parole en fait. Et du coup, quand j'ai montré ce film et qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant mais tu peux pas savoir comme ça nous fait du bien que tu mettes les mots là-dessus, que finalement cette chose impalpable qui est le racisme qu'on subit, mais que tout d'un coup le voir, ça m'a fait du bien. Je me dis c'est possible et c'est important et je pense que ça soigne en fait. Alors, Rokhaya, tu vas répondre à la question. Est-ce que toi, la fondatrice des Indivisibles, des Yabon Awards, toi, la grande militante antiraciste, etc., est-ce que tout ça te permet, d'une certaine manière, de répondre aux questions que pose si bien Alice, la légitimité, assumer ce qu'on est? Il suffit de le dire pour que ça se fasse? Je pense que c'est important de formuler et de partager. Moi, je sais que ce que me permettent le fait d'avoir accès à la parole publique, c'est vraiment de partager avec des gens qui ont le même ressenti, le sentiment que... Parce que c'est vrai qu'on est vite tenté de penser parfois qu'on est paranoïaque, qu'on exagère, etc. Ou même d'assister à des situations dont on se demande mais est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai raison d'être énervé, etc. Et le fait de pouvoir le partager à grande échelle, à travers des films, à travers des prises de parole publiques, c'est extrêmement précieux parce que ça quelque part, ça nous conforte dans l'idée qu'effectivement, on n'est pas dans un fantasme, on ne plane pas, mais aussi sur l'idée que ce qu'on vit en fait à notre échelle, l'expérience individuelle, elle est le témoignage d'une expérience qui est vécue de manière collective. Après moi, j'ai fait un choix d'utiliser le regard américain pour faire un pas de côté. Effectivement, c'est aussi un moyen de dire, voilà, ce sont des Américains qui nous regardent, qui sont à Clichy-sous-Bois, qui sont choqués. Donc des gens qui ont un regard extérieur, qui découvrent la France et qui finalement mettent le doigt avec leurs termes, mettent le doigt sur des choses que nous vivons quotidiennement et sur lesquelles en fait on a été auxquelles on est tellement habitué que parfois on n'ose plus protester contre leur injustice parce qu'on est le nez dedans en permanence et parce qu'on nous répète sans cesse la repentance est terminée, il faut arrêter, c'est quand même déjà bien, vous êtes bien, etc. Parce qu'en fait c'est vrai qu'individuellement, que ce soit Alice ou moi, on est à des positions où effectivement on n'est clairement pas les plus à plaindre. Donc c'est vrai que de ce fait on peut aussi nous critiquer en disant mais attendez, vous êtes là, c'est bien la preuve que c'est un pays qui est pas si raciste que ça. Et c'est ça la question, c'est de dire on a la chance de pouvoir nous exprimer pour parler de la majorité, parce que c'est ça la logique aussi, c'est de permettre à 2 ou 3 personnes d'émerger, mais au détriment d'une majorité qui est invisible, mais qui est là et qui peut effectivement, grâce à ces films, grâce à notre présence dans les sphères publiques, nous faire part de leur retour en nous disant voilà, on est d'accord avec vous et on est content que des gens aient la possibilité d'exprimer. Eh bien, nous allons vous remercier de nous avoir écoutés aussi gentiment.